Depuis l'enfance, Louis est convaincu que son intelligence, clairement supérieure à la moyenne, lui donne accès à des sphères qui ne sont pas accessibles aux particuliers. L'astrologie joue un rôle très important dans la vie de cette époque et on s'efforce de tenir compte de la disposition des étoiles, etc. Louis n'échappe pas à la règle. Il va agir en fonction des astres. Est-ce la bonne période pour attaquer? Est-ce la bonne période pour signer un traité de paix? Et l'astrologue se permet de dire « Sire, je déconseille au roi telle date parce que nous sommes trop dans le lion, ça peut donner des heures abominablement agressives. On a une pleine lune en bélier, cette pleine lune en bélier va donner des rapports trop virils, trop belliqueux, je ne la conseille pas au roi, et ainsi de suite. » Mais être astrologue du roi comporte certains risques. Preuve en est la légende selon laquelle un certain Galeotti aurait un jour prédit une grande victoire à Louis XI, par erreur. Louis, ravi, se dit je m'attends à un triomphe. C'est une catastrophe. Donc à ce moment-là, Louis se dit je vais changer d'astrologue et je vais simplement trancher le col du malheureux Galeotti, j'en trouverai bien un autre. Et le roi lui dit prévoyez donc la date de votre mort. Galeotti regarde le roi, ne se trouble absolument pas et dit c'est bien simple, 3 jours avant la vôtre. Dit le roi, je vais réfléchir. Et Galeotti sauve sa tête. À cette époque, une autre science occulte est en pleine effervescence, l'alchimie. Son but ultime est de dénicher l'insaisissable élixir de longue vie, ainsi que la mythique pierre philosophale capable de métamorphoser le plomb en or. On raconte que Louis XI aurait été initié en secret par l'un de ses conseillers les plus énigmatiques, le redoutable Jean Bourré. Ce dernier, entre les murs de son château du Plessis-Bourré, aurait organisé des expériences extraordinaires, transformant ce lieu en un laboratoire aussi vaste que mystérieux. Donc nous sommes à l'entrée du château, que Jean Bourré fait construire en 1468, et la construction dure 5 ans. C'est un château qu'on peut qualifier de château de transition. On a un extérieur qui est très médiéval, avec le pont-levis, les tours d'angle, tout le système de défense, donc mâchicoulis, meurtrières. Et quand on passe le porche, on se retrouve face à une demeure de plaisance typique de la Renaissance. Comme tout alchimiste qui se respecte, Jean Bourré garde ses activités secrètes. Aucun écrit, aucune déclaration publique ne trahira jamais son intérêt pour la question. Mais en étudiant en détail son luxueux château, un certain nombre d'indices laissent peu de doute. Donc ici, on est devant la plus vieille porte du château, qui date du XVe siècle. Et sur la serrure de cette porte, on peut voir ce qui constitue la carte d'identité de Jean Bourré. Donc il y a 3 parties. La première, c'est une rosace qui fait référence au bâtisseur, puisque Jean Bourré était directeur des constructions royales. À côté, il y a les armes de France, avec les 3 fleurs de lys, pour bien montrer qu'on est chez quelqu'un qui est proche du roi de France. Et juste en dessous, sur la poignée de la porte, se trouve un petit singe. C'est le symbole des alchimistes. Pourquoi? C'est un animal qui est connu pour être habile, pour être rusé et malin. Et ce sont les qualités principales que doit avoir un bon alchimiste. Donc ici, on est dans la salle des gardes, la salle dans laquelle se trouve le trésor du château, qui est ce plafond à caisson construit à la fin du XVe siècle et qui représente le parcours initiatique de l'alchimiste. Le message alchimique et le parcours initiatique est mélangé. Il faut que l'adepte trouve dans quel sens lire les caissons pour atteindre son but ultime qui est de trouver la pierre philosophale. On a un bestiaire qui représente des animaux réels, mais aussi des animaux imaginaires. Et on en a un exemple avec la licorne, que l'on trouve ici, qui est symbole de pureté. Et la pureté est quelque chose de très important en alchimie, puisqu'on va vouloir se purifier, donc purifier le plomb pour en faire de l'or. Et juste à côté, on a les 2 béliers,
Le bélier étant un signe du zodiaque, au début de l'année, c'est probablement à cette période-là qu'il faut commencer les manipulations alchimiques. On n'a pas réussi encore à mettre les caissons dans le bon ordre, donc le mystère demeure, mais c'est ça aussi qui fait la magie de ce lieu. Jean Bouret, notre alchimiste, est mort à 83 ans. C'est beaucoup, 83 ans à l'époque. Et Louis, mourant à 60 ans, sera le roi capétien qui sera le mort le plus âgé. Donc peut-être que Jean Bouret avait trouvé quelque chose qui n'était pas si éloigné de l'élixir de longue vie, ou je dirais simplement de bonne vie. Notre épopée sur les traces de Louis XI se poursuit devant la basilique Notre-Dame de Cléry, un autre monument indissociable de la vie du souverain. Entre Orléans et Chambord, dans la vallée des Rois, l'édifice domine, du haut de ses 38 mètres, le village de Cléry-Saint-André depuis le XIIIe siècle. C'est à cette époque que des laboureurs découvrent par hasard dans un champ du village une statue de la Vierge. On s'empresse d'installer le précieux objet dans une petite chapelle. Et très vite, de nombreux pèlerins affluent pour se recueillir devant Marie, investie de pouvoirs miraculeux. Devant l'engouement, le roi Philippe le Bel décide, en 1339, de construire une église plus ambitieuse. Mais au cours de son histoire, le lieu est mis à rude épreuve. En 1428, victime de la guerre de Cent Ans, l'église est détruite par les Anglais et seul le haut clocher de pierre grise, qui se trouve derrière moi, subsiste de l'église originelle. 15 ans plus tard, au cours du siège de Dieppe, Louis XI, alors dauphin de France, demande à la Vierge de lui offrir la victoire et s'engage, si son vœu est exaucé, à donner son poids en argent pour la reconstruction de Notre-Dame de Cléry. Louis XI tient sa promesse et les travaux démarrent en 1444. Peu à peu, l'édifice reprend vie grâce à Jean de Dunois, bâtard d'Orléans, et compagnon d'armes de Jeanne d'Arc et du Dauphin. Devenu roi, Louis XI passe beaucoup de temps à Cléry. Pour éviter de loger chez les chanoines lors de ses séjours, il se fait construire une maison au plus près de la basilique et que l'on aperçoit ici, derrière ce portail, une cour qui abrite aujourd'hui l'école du village. À l'époque, le souverain s'offre même un accès privé à la basilique. Il fait creuser un tunnel qui relie le jardin de sa maison directement à cette tourelle. On peut alors imaginer Louis XI sous mes pieds qui emprunte un passage souterrain pour se rendre discrètement dans l'édifice. Au milieu du XVe siècle, Louis XI s'en remet souvent à Dieu pour l'aider dans la conduite des affaires politiques du royaume. Car la purge que le souverain a imposée aux anciens collaborateurs de son père fait naître des rancœurs et Louis XI ne tarde pas à s'attirer les haines féodales.